Tam Tam Canada. Bonjour, ici Raymond Desmarteaux. Bienvenue à Tam Tam sur les ondes de Radio-Canada International et de la première chaîne de Radio-Canada. Des auditeurs d'Afrique et d'Europe se joignent à nous à cette heure-ci. Bonjour et bienvenue à bord et clin d'œil aux gens qui nous écoutent via des radios partenaires. Nous saluons aujourd'hui les auditeurs de Ponton FM à Pointe-Noire en République du Congo, Congo-Brazzaville, et Radio Bujumbura, à Bujumbura, au Burundi. À Tam Tam, au cours des prochaines minutes, l'Amicale des Ivoiriens du Canada, une association à but non lucratif qui cherche à faciliter l'intégration au Canada des immigrants d'origine ivoirienne. Mais d'abord, École d'été du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, Opération de paix, comment réaliser la paix? Et nous recevons Mme Pulchérie Nomozibi, qui est conférencière spécialiste maintien de la paix et du genre. Conférence était justement hier à l'Université de Montréal. Mme Nomozibi, bonjour, re-bienvenue, parce que deuxième, troisième fois, enfin, c'est très génial de vous recevoir. Merci beaucoup. Opération de paix, comment réaliser la paix? Je reviendrai presque à quelque chose dont on avait parlé, vous et moi, à l'époque. La paix passe essentiellement aussi beaucoup par les femmes. Exactement. Et je pense qu'actuellement, on est en train de vivre une mouvance au plan international qui a été catalysée par les victimes de ces conflits armés, qui sont principalement les femmes, les enfants, les personnes vulnérables. Et au plan international, je pense que c'est important que la femme soit au cœur de cette résolution des conflits armés, parce que les hommes et les femmes ne vivent pas les conflits de la même manière, vivent les conflits différemment, et elles peuvent être actrices pendant les conflits armés, et après, au moment de la constatation de la paix, il faut absolument qu'on les intègre dans le processus qui mène à la résolution d'un conflit. Parce que quand on parle de résolution d'un conflit, c'est pas seulement la cessation des combats. Parce qu'un conflit a ce qu'on appelle une période de pré-conflit qui est la période qu'on appelle la diplomatie préventive. Oui. Et dans ces diplomaties préventives, au plan national, au plan international, rarement les femmes sont associées dans toutes ces démarches pour prévenir justement le seuil de la guerre. Et quand la guerre arrive, il faut absolument que quand on parle de consolidation de la paix qui concerne la gouvernance, les droits des personnes, la sécurisation humaine, c'est-à-dire la sécurisation au plan économique, au plan politique, au plan culturel, au plan juridique, que les femmes soient intégrées et participent à tout ce processus, qu'elles ne soient pas seulement comme des vitrines victimes, parce qu'on ne construira pas les pays africains sur la notion de victimisation. Exactement. Et nonobstant le fait aussi que quand on dit paix, paix n'est pas exactement un synonyme d'absence de guerre. Ce sont deux vecteurs bien différents l'un de l'autre. Exactement. Ils sont dans la même direction, mais c'est très différent. C'est très différent. Mais on a des exemples sur le continent africain où quand les femmes ont pris fait et cause et pris en charge justement, les termes sont anglophones, on parle de peacemaking, mais peace building. Qu'on prenne le cas du Libéria, par exemple, de la Côte d'Ivoire, par exemple, ou Burkina, d'une certaine mesure aussi, où là, à ce moment-là, par une activité économique, par une activité sociale, par une activité politique, ce sont justement des femmes qui ont fait bouger des choses qui, depuis des années, depuis les périodes d'indépendance, étaient clivées dans un contexte de confrontation. Et ça, c'est exact. Et je me dis, il faut absolument qu'on essaye de revoir l'information concernant les femmes en Afrique. Parce que quand vous êtes sur le terrain, les femmes sont absolument actives. Elles sont présentes dans le tissu social, dans le tissu économique, mais malheureusement, les droits n'étant pas protégés, malheureusement, n'ayant pas toujours accès aux sphères de décision, c'est la raison pour laquelle on se bat pour que les femmes puissent avoir accès dans tout ce qui est représentation politique. Et si vous voulez, si on prend le cas des femmes du Libéria, on les appelait les femmes courage, parce que pour la première fois, on a vu un groupe de femmes qui n'avaient rien à voir avec les politiques, qui n'avaient rien à voir avec les belligérants, qui ont imposé leur vision de la paix en disant les belligérants, vous allez signer cet accord de paix. Et c'était à Cotonou, elles sont parties à Abuja et devant ECOWAS, les gens étaient un peu surpris, mais elles ont tenu bon. Et je pense que avec ce t-shirt blanc justement qui bloquait les négociateurs dans les hôtels, c'est ça? Exactement. Et au plan international, il y a deux résolutions en ce moment, la résolution 1325 des Nations Unies et la résolution 1820 contre les violences sexuelles faites aux femmes pendant le conflit armé. Et je vais vous dire que ce sont les femmes qui sont à
à l'origine un tout petit peu de la prise en compte de ces problématiques parce qu'elles font des pressions énormes, elles bougent, elles ont des réseaux et parce que quand vous êtes victime, quand vous vous rendez compte que vous êtes exclu d'un système qui profitera à tous, je pense qu'elles sont assez courageuses et il est temps qu'on essaye qu'il y ait une espèce d'équité. Et si je reviens par exemple sur la notion même du genre, parce que quand on parle de genre, le genre c'est pas seulement femme, le genre c'est pas les affaires sociales, le genre c'est pas seulement pour le Sud, c'est pour le Nord comme pour le Sud. Le genre, ça signifie pas égalité mathématique, parité mathématique. C'est une construction sociale. Donc, c'est une politique qui peut mettre en œuvre des outils comme la parité, l'égalité ou la mixité. Donc, ça fait que quand on voit un peu l'évolution jusqu'à la conférence internationale de Beijing en 1995, vous vous rendez compte qu'à partir de 1995, même au plan international, il y a eu des plateformes et des recommandations. Et ça fait que, en ce moment, moi, je peux vous dire que la paix en Afrique passe nécessairement par les femmes. Et la paix passe nécessairement par les femmes, vous dites, et ce qui me vient en tête suite à cette phrase-là, c'est est-ce que ça, c'est une menace à la présence masculine, au pouvoir masculin, et ça, c'est d'une autre façon aussi, est-ce que la présence féminine il dirait qu'il y a menace de règlement? Non, dans le sens que, on s'entend bien avec la guerre, on fait des affaires, on fait du business, on vend des armes, et ainsi de suite. Mais là, il y a menace de règlement, donc on va perdre notre entreprise. Là. De toutes les façons, si vous voulez, quand on parle de qui est réticent pour l'avancement des droits de femmes, pour la promotion et l'implication des femmes dans la vie sociale, parce que quand on parle des femmes, c'est pas seulement au plan social. Il faut regarder l'aspect économique et l'aspect politique. C'est très important parce qu'il faut fonctionner dans la mouvance de l'intérêt général et je crois qu'il y a des réticences dans toutes les sociétés. Et j'ai vu par exemple le combat des femmes, des féministes ici au Québec. C'était pas facile. Il y a des acquis qui sont encore précaires et au plan dans les pays du Sud, notamment en Afrique, il y a des traditions qui sont très fortes et ça fait que quelque part, il faut faire un peu alliage entre cette volonté de promouvoir la justice sociale, la dignité humaine. C'est important. Et la non-discrimination systémique, je crois que c'est des efforts de part et d'autre et je suis convaincue que les hommes en Afrique ne pourront pas développer ces pays sans les femmes et que les femmes ne pourront pas développer ces pays sans les hommes. Je pense que c'est un travail en synergie entre les hommes et les femmes, sachant très bien qu'il y a des rôles sexuels qui ont été attribués par la société de part et d'autre. Mais il faut absolument capitaliser ces énergies, capitaliser ces compétences pour que enfin, les droits des femmes soient reconnus et que surtout leurs compétences soient au service de ces pays. Madame Nomo-Zebi, bien sûr, on parle d'action civile pour la paix à ce moment-là de façon concertée, mais est-ce qu'à travers tout ça, il y a certains beaux exemples et certains exemples où justement cette mise en place est en train de se faire? J'ai en tête le Libéria, mais est-ce que c'est un fait? Ou il y a peut-être aussi le Botswana d'une certaine mesure aussi? Il y a le Libéria, il y a le Botswana, et on ne parle pas beaucoup du Botswana. Pourtant, le Botswana est un pays qui a une stabilité depuis quelques temps, et ça fait que les femmes sont impliquées dans le processus. Et même au Congo, il y a un travail formidable qui est fait par les femmes. À RDC, en ce moment, c'est elles qui ont dénoncé les violences sexuelles faites par les soldats de la paix, pour que enfin, quand on parle de résolution d'un conflit armé, que ce ne soit pas quelque chose de superflu, parce que je trouve inadmissible, par exemple, qu'on parle de résolution d'un conflit et que 15 ans après, ce pays soit plus délabré qu'avant le conflit. Je vous prends le cas de la Sierra Leone. La Sierra Leone, c'est pas reluisant. Et je me dis, il y a des méthodes qui doivent être changées, raison pour laquelle on incite également à une révision un peu de certains textes internationaux qui ont été pris dans les années 60, qui ont été pris pendant la Deuxième Guerre mondiale, instituant par exemple le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il y a une mouvance actuelle. Les conflits ont maintenant un nouveau visage. Les conflits ont de nouveaux acteurs. Et les conflits ont de nouvelles problématiques. Ça revoit même la notion de veto au Conseil de sécurité. Et quand on parle de crise économique en ce moment, on occulte un peu le problème de l'exploitation minière. Parce que la plupart des guerres, c'est facile de dire que c'est une guerre ethnique.
ça arrange tout le monde. Mais je vais vous dire, au fond, quand les droits économiques et sociaux, qui sont des droits élémentaires des personnes, ne sont pas respectés, parce que l'exploitation est faite de manière anarchique, il y a une catégorie de la population qui est exclue de ce gâteau économique, il y a une catégorie de la population qui est exclue du partage du pouvoir. Évidemment, il y aura des tensions, évidemment, il y aura des situations conflictuelles. Donc, je crois qu'en ce moment, il faut qu'on essaye de repenser un peu cette résolution des conflits quant à ses racines. C'est la raison pour laquelle c'est très important de faire la carte des conflits. Et vous allez voir que très souvent, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau de la mise en œuvre, tout ce processus pour essayer d'atteindre une paix durable, vous ne verrez pas très souvent les femmes. Alors que je vais vous dire, pour comprendre le conflit dans un pays, il faut travailler avec ces éléments. Les éléments locaux, travailler avec les compétences locales, parce que qui connaît mieux sa société que les personnes qui y vivent. Qui y sont là. Madame Pulchéry Noumouzibi, je vous rappelle, est en fait conférencière spécialiste du maintien de la paix et du genre, conférence dans le cadre du CIRIUM, l'école d'été du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Opération de paix, comment réaliser la paix? Merci d'être venu réfléchir avec nous. C'était très, très agréable de vous avoir à Tam Tam. Merci, Monsieur Desmarteaux. Au revoir. Au revoir.